Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h16, c'est Florence Parly, la ministre des Armées. J'ai envie de rajouter de l'espace, Florence Parly, vous permettez? Même si ce n'est pas dans vos attributions. L'armée de l'air et de l'espace. C'est ça. En tout cas, il y a un commandement de l'espace grâce à vous. Oui. On a imité, mais parfois il y a des bonnes idées du côté de Donald Trump, effectivement l'idée qu'il y avait désormais une dimension spatiale pour les militaires. Oui, il y a un enjeu spatial très fort pour nos armées, puisque de la même façon que dans la vie de tous les jours, de tous nos concitoyens, en fait, nous utilisons sans cesse les satellites. Ne serait-ce que pour le GPS, hein. Le GPS, la météo, l'itinéraire, bref, on utilise en moyenne entre 10 et 40 satellites par jour, rien qu'en utilisant nos petits smartphones. Ah oui. Et pour les militaires, je dirais que c'est un peu la même chose, parce que les militaires ont besoin de pouvoir se géolocaliser, ils ont besoin de pouvoir communiquer de façon sécurisée, ils ont besoin de pouvoir observer le terrain. D'ailleurs, on sait que souvent les satellites militaires sont bien plus puissants que les satellites civils. Il y a un mystère d'ailleurs sur le degré de précision des images satellites militaires. C'est un secret bien préservé. Hein. Exactement, et qui a besoin de le rester. Et donc, en effet, la définition, la résolution des images, ce que nous voyons, ce que nous ne pouvons pas voir, c'est un enjeu fondamental. Donc, nos armées sont entraînées, je le précise quand même, à pouvoir fonctionner, même si les systèmes spatiaux ne fonctionnaient plus. Nous avons des systèmes résilients, on continue à savoir se guider à la boussole, à lire une carte, à utiliser une carte marine, mais néanmoins, le mode de fonctionnement normal des armées, c'est d'avoir recours énormément à nos systèmes spatiaux. Donc pour ça, il faut pouvoir les préserver, les protéger, car nous ne sommes pas naïfs et nous avons vu, observé des comportements qui pouvaient être menaçants, qui pouvaient même mettre en péril nos moyens dans l'espace. Et donc c'est de cela dont le président de la République a souhaité que nous nous emparions pour définir une stratégie dans le domaine de la défense qui nous permette à la fois de protéger nos actifs et puis éventuellement d'avoir une capacité active. D'ailleurs, vous aviez dénoncé le comportement de certains satellites étrangers à l'égard de nos propres satellites, volonté de peut-être d'interférence ou de destruction. Hein. Oui, et ce sont des comportements qui se sont répétés, multipliés. Oui. Donc, c'était une manière aussi d'attirer l'attention sur des comportements qui n'étaient pas observés jusqu'alors et qui maintenant se développent. Alors nous avons vu que certains pays souhaitaient expérimenter par exemple la capacité depuis la Terre à détruire des satellites. Alors ils l'ont fait vis-à-vis de leurs propres satellites, bien sûr, mais ceci n'est pas sans incidence, puisque en détruisant un satellite depuis la Terre, eh bien, le premier d'entre eux, le premier pays qui a fait cela, a provoqué la prolifération de débris dans l'espace, qui constitue un véritable danger, qui met en péril non seulement nos satellites militaires, mais l'ensemble des moyens qui sont déployés. Et donc ceci est un vrai sujet. Donc on peut atteindre nos moyens spatiaux depuis la Terre, mais on peut aussi atteindre nos moyens spatiaux depuis l'espace. Avec des satellites hostiles et Avec des satellites hostiles qui peuvent se contenter de déplacer de quelques millimètres, par exemple, un miroir, et donc la zone éclairée n'est plus la même. Si je reviens à nos opérations, eh bien, si nous avons besoin d'observer plus particulièrement le Sahel et que l'on ne regarde plus le Sahel mais autre chose, alors nous devenons aveugles. Donc les enjeux militaires sont vraiment absolument décisifs. Alors, il y a un autre phénomène assez spectaculaire dans l'espace en ce moment, c'est une forme de privatisation. En tout cas, on voit que les Américains ont choisi de se remettre en grande partie à des opérateurs privés. On pense notamment évidemment à SpaceX d'Elon Musk pour repartir à la conquête de l'espace, pour amener des astronautes sur la station spatiale internationale, pour aller demain sur la Lune et sur Mars. Cette privatisation de l'espace, elle est très positive parce qu'elle entraîne un nouveau dynamisme. C'est-à-dire Thomas Pesquet, qui partira demain à bord d'une fusée SpaceX, le dit. Il est bluffé par cette énergie qu'il trouve dans le spatial privé américain. Alors, en fait, ce qui est en jeu, c'est l'innovation. Et l'innovation, elle est partout. Il y a 50 ans, l'innovation, elle était beaucoup tirée par les industries de défense. L'Internet a été inventé par les armées américaines. Bien.
Aujourd'hui, l'innovation, elle est partout, y compris dans le monde civil, et elle se développe avec des moyens qui sont plus frugaux souvent. L'innovation dans le domaine numérique ne nécessite pas des investissements capitalistiques énormes, comme lorsqu'il s'agit de concevoir un sous-marin. On le voit avec les satellites d'orbite basse, qui ne coûtent quasiment plus rien maintenant à lancer et fabriquer. Précisément, donc au fond, le spatial aussi bénéficie de ces innovations qui permettent de mettre à la portée d'acteurs privés ce qui jusqu'alors était réservé à quelques grandes puissances ou grands pays. L'accès à l'espace était réservé à un nombre de pays qui n'était pas considérable. Donc, cette ouverture de l'espace est à la fois un progrès énorme pour l'humanité, car on voit bien que ce sont des services qui se multiplient au profit de tous nos concitoyens. Et beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements que la puissance publique n'était pas capable plus capable de mettre sur la table. C'est en effet exact, mais en même temps, il faut aussi voir que ces grands opérateurs privés, notamment dans le domaine des lanceurs qui sont apparus, ont eux aussi évidemment bénéficié de fort soutien public. Indirect, car l'accès à l'espace, la mise au point de lanceurs est évidemment un investissement financé tout à par le fait gouvernement américain. considérable. Mais quand même, Florence Parly, est-ce qu'on n'est pas un peu frileux, nous, quand vous voyez la manière dont les Américains ont passé la main à des opérateurs privés, est-ce que nous n'allons pas trop lentement dans ce domaine? Alors, c'est le défi. Le défi, c'est la vitesse. Et c'est pour cela que moi, j'ai souhaité qu'au ministère des Armées, on s'empare de cette innovation civile, rapide, sur cycle très court. Parce que mon obsession, c'est que nos armées ne ratent aucune des évolutions technologiques essentielles du futur. Ce qui est en jeu, c'est la supériorité opérationnelle de nos armées. Donc, nous avons développé une culture et un grand savoir-faire dans le développement de programmes qui se déroulent sur le temps long. Je parlais des sous-marins, des porte-avions, des avions de chasse de nouvelle génération. Ce sont des projets qui nous engagent pour 40 ans au moins. Mais pendant 40 ans, le monde bouge, les choses évoluent, les technologies changent et il faut aussi être capable de capter cette innovation afin que toujours nous puissions être sûrs que nous avons les meilleures technologies à notre disposition. Et pour ça, il faut faire se rencontrer des acteurs des industries de défense, la Direction générale de l'armement, et puis ces acteurs civils qui sont extrêmement disséminés. Bon, certains n'ont même pas l'idée eux-mêmes que ce sur quoi ils travaillent peut intéresser le ministère des Armées, peuvent intéresser les militaires. Donc c'est ce lieu de rencontre entre cette innovation de temps c'est un cycle court et puis l'innovation sur temps long que j'ai souhaité créer avec l'Agence d'innovation de la défense. Encore un autre volet de cette nouvelle conquête de l'espace, c'est presque une dimension de colonisation. On parle, en tout cas les projets privés, d'aller sur la Lune, puis après d'aller sur Mars. Est-ce que, là encore, on n'est pas en train de rater peut-être une étape? Est-ce que vous pensez qu'il faut... L'Europe est très centrée autour de la Terre, sur l'observation, sur les satellites, sur les lancements, sur les lanceurs, mais ne s'est pas encore projetée dans la conquête de la Lune et de Mars comme le font les Américains. Est-ce qu'il faut le faire ? Alors ce sont des projets de très grande ampleur auxquels un pays comme la France, par exemple, apporte sa contribution. Souvenez-vous de cette formidable caméra qui équipe... Bien sûr, le robot martien. Le robot martien. Bref, donc nous y associons, mais vous avez raison. L'espace est une forme de nouvelle frontière et notre objectif, nous les Français, c'est d'éviter que ça ne devienne un véritable Far West. Et c'est le risque parce que entre la prédation, le risque de prédation, des matières premières, des minerais par exemple, des ressources naturelles, le risque d'encombrement de l'espace qui fait qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'objets qui gravitent, plus de 30 000 qui ont plus d'un centimètre, une taille de plus d'un centimètre, qui circule à 7 km/s. Tout ça peut détruire n'importe quel satellite. Bref, donc c'est dangereux, ça n'est pas régulé. Il faut en quelque sorte imaginer une sorte de système de trafic, de régulation, non pas aérien, mais spatial. Il n'y a rien pour l'instant. Pour l'instant, les Américains accordent des licences aux opérateurs. Aujourd'hui, il existe une forme de trafic, mais qui n'est pas un trafic international en effet. Donc, il faut se prémunir
prévenir de ces problèmes de prédation, de ces problèmes, de ces risques éventuels de collision. Et puis, je crois qu'il faut aussi essayer de promouvoir des règles internationales de comportement responsable dans l'espace. Donc tout ça, c'est tout sauf le Far West, si je puis dire. Et c'est ce à quoi il nous faut travailler. Autre question, on a un projet en cours qui est celui de l'avion du futur. Il y a 20 ou 30 ans, on n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau européen. Du coup, on a un Rafale et on a un Eurofighter. Est-ce que cette fois-ci, vous allez réussir, Florence Parly, à se mettre d'accord? Les Français, les Allemands, c'est une chose, mais aussi les Français. Dassault, par exemple, et Airbus. Eh bien, on y travaille très activement, puisque en 2017, le président de la République et la chancelière Merkel ont décidé d'engager la France et l'Allemagne dans une coopération dans le domaine des capacités militaires extrêmement importantes, dont l'avion de nouvelle génération qui est derrière vous est un des projets majeurs. Nous avons l'objectif de faire voler un démonstrateur fin 2026, début 2027. Est-ce que vous refuserez, Florence Parly, qu'il y ait deux projets? Est-ce que si deux industriels français, Airbus d'un côté, Dassault, y allaient en parallèle, est-ce que vous diriez non? Et nous avons déjà avancé, puisque nous travaillons ensemble à cet avion de nouvelle génération. Donc nous sommes très mobilisés. Il n'y aura qu'un avion européen? Je ne sais pas combien il y aura d'avions européens, parce que ça dépend aussi des décisions qui seront prises par d'autres Européens. Mais il n'y aura qu'un avion français? Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est qu'il y ait un projet dans lequel les Français soient pleinement engagés. Et c'est le cas, puisque en ce moment même, nous étudions les propositions qui nous ont été faites par Dassault et Airbus pour concevoir un démonstrateur de vol qui aura peut-être la forme de la photo qui est derrière vous. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a le moteur et il y a bien au-delà le système de connectivité, car le système de combat aérien du futur, c'est pas simplement un avion de chasse, c'est un avion de chasse qui coopère avec des drones, qui coopère avec des avions de commandement, qui coopère éventuellement avec des équipements qui sont au sol, qui sont sur la mer. Et donc, l'enjeu de la connectivité, du transfert en temps réel de données en masse est évidemment au cœur de ce projet. Dernière question, est-ce que la France est enlisée au Sahel? Est-ce que l'armée française est enlisée? Je lis ça régulièrement. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que depuis maintenant le sommet de Pau, c'est-à-dire janvier 2020, nous avons d'une part réengagé nos partenaires sahéliens à nos côtés. Des opérations très importantes ont eu lieu depuis la fin de l'année 2020 et qui se poursuivent aujourd'hui. Et nous avons également engagé nos partenaires, notamment nos partenaires européens, dans une force qui s'appelle la force Takuba, qui associe des forces spéciales européennes qui viennent pas seulement former les armées sahéliennes, mais accompagner au combat, c'est-à-dire combattre avec celles-ci. Et ce que nous voyons, c'est que sur le plan militaire, eh bien, ces armées sont désormais en capacité de riposter. Mais évidemment, les problèmes du Sahel ne seront pas résolus par la seule action militaire. Il faut coordonner une action politique, réconcilier des populations qui appartiennent à un même pays, mais qui pourtant ont des problèmes de cohabitation entre elles, ramener l'État là où il n'est plus depuis des années et permettre le développement économique sans lequel la paix et la stabilité ne seront pas durables. Merci Florence Parly. Demain, Thomas Pesquet devrait s'envoler, si la météo le permet, à bord d'une fusée SpaceX vers la Station Spatiale Internationale. C'est un militaire, Thomas Pesquet aussi, qui va décoller. C'est un pilote. D'ailleurs, j'ai vu qu'il portait le badge d'une compagnie nationale chère à notre cœur. Et c'est un militaire, absolument. Et nous sommes extrêmement fiers de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il va accomplir. Peut-être la Lune pour lui dans une prochaine mission. On l'espère. Je lui souhaite bon vol.